Vous êtes à Matin Bonheur et on est très heureux d'être en votre compagnie. Maintenant, nous allons passer dans ce qu'on appelle la thématique. Le moment très important, d'ailleurs, c'est celui qui est rediffusé le plus souvent. Parlons d'un thème. Le lundi, c'est emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress en entreprise. Tout un programme, ma très chère Alix. Exactement. Quand se rendre sur son lieu de travail révèle d'une psychose pratiquement, comment gérer ce stress-là qui est voilà, généré de plusieurs facteurs. Mais vous le savez, avant tout échange, nous partons pour notre capsule et nous recevons bien sûr un expert. Je dirais que c'est un état émotionnel qui gagne un individu suite à un arbitrage que l'individu fait entre les contraintes face auxquelles il est confronté dans une situation de travail et les ressources dont il dispose pour faire face à cette situation de travail. Mais je sais que cela arrive souvent lorsque on a plusieurs problèmes auxquels on doit réfléchir pour donner vraiment une solution. Et là, ça se manifeste. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Selon une étude, la surcharge de travail figure au premier rang des sources de stress liées à l'emploi. Il arrive effectivement qu'on est en face de nous plusieurs clients, on a plusieurs dossiers, on appelle partout, tel client veut effectivement qu'on traite le dossier rapidement, tel autre veut qu'on traite le dossier rapidement et on ne sait pas précisément quel dossier il faut vraiment prioriser. Et quand c'est comme ça, vraiment, le stress, ça se manifeste. Le stress en entreprise prend souvent des proportions importantes et à chacun sa petite solution pour le surmonter. Je gère effectivement dans le calme, c'est-à-dire que je ne me laisse pas vraiment influencer par les clients, par la volonté des clients, ce que les clients veulent. Voilà, j'arrive effectivement à garder mon tempérament. Je pense que pour moi, face à une situation stressante, d'abord je cherche à me calmer, me relaxer et me dire que je peux mieux rebondir. Il y a les potentialités qu'il faut pour pouvoir faire face à la situation. Pour réussir à surmonter mon stress, j'ai pris beaucoup, je me fais confiance. Si je maîtrise mon travail, je n'ai pas à me stresser parce que je sais que il a été formé pour cela, je peux le faire, donc pas de stress. Donc moi, selon moi, le stress, ça dépend. Le stress au travail, ça dépend si vous maîtrisez votre boulot ou pas. Vaincre le stress au travail ou l'atténuer conduit sans aucun doute à une meilleure performance, mais aussi améliore la santé et la sécurité au travail avec à la clé des bénéfices économiques et sociaux. Le docteur Kwame Félicien est psychologue du travail à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un de Ridi qui vraiment qu'on consulte régulièrement pour tout ce qui concerne les ressources humaines. Et il nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Bonjour docteur. J'imagine que vous êtes sous pression parce qu'il nous a dit, hein, lui, il n'est pas stressé en venant sur ce plateau. Il est sous pression. C'est si cet état de pression augmente qu'on parle alors de stress. C'est ça? Bien sûr. Pour vous dire que le stress, c'est une... avant même d'aller à tous ces éléments de définition, il faut que je vous présente mes salutations à vous, M. Marcelin et Madame, et puis à toute la direction de la RTI qui nous permet d'échanger sur un sujet aussi important et d'actualité que le stress au travail. Alors, on connaît le stress dans la vie, mais quand c'est au travail, c'est comment? Bien, le stress, quand c'est au travail, quand on parle de stress au travail, cela voudrait dire qu'on quitte l'aspect individuel de la chose pour voir un aspect beaucoup plus collectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un seul individu qui se plaint d'une situation au travail n'est pas forcément, on ne peut pas forcément parler de stress au travail. Mais lorsque, et ça je me fonde sur la définition donnée par la Convention française, la Convention collective française, qui, bien entendu, appuie sa définition sur l'approche de l'OMS. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a plusieurs individus dans une même situation qui se plaignent des mêmes choses, et alors, en ce moment-là, on dit qu'ils sont en train de développer un stress au travail. Très bien. Et cela va se manifester. C'est collectif. Voilà, tout à fait. Il y a l'aspect collectif qui intervient dans le stress au travail. Donc, ce n'est pas l'apanage d'un seul individu. Plusieurs individus se plaignent de la même chose et ils souffrent de la même chose.
dans le milieu du travail. Et alors, en ce moment-là, on dit ils sont en train de vivre un stress au travail. Très bien. Puisque nous sommes au travail, qu'est-ce qui crée ce stress au travail-là? On a différents aspects. Hein. On peut les libérer dans les tâches, dans l'organisation, succinctement. Bien sûr. Il y a plusieurs facteurs au niveau du travail qui peuvent expliquer le stress que vivent les employés. Quand on prend le travail dans son organisation, au niveau des tâches, et ça, dans votre commentaire tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, bien sûr, le surcharge de travail est un élément fondamental. Une seule personne ne peut pas tout faire. Bien sûr. En matière de développement, en matière de genèse du stress. Mais ce n'est pas le seul élément. Les confusions de rôles, est-ce que les rôles sont réellement bien établis? À telle enseigne qu'il n'y a pas de conflit de rôle. Je vous demande de faire un travail et en même temps, on confie un autre travail à l'individu X et on se rend compte qu'en réalité, les deux tâches se chevauchent. À telle enseigne qu'au finish, on ne sait pas qui fait quoi. Dans l'organisation? Bien sûr, au niveau de l'organisation. Et il y a aussi, comment on appelle, un autre aspect très important, l'ambiance au travail. L'ambiance au travail, c'est un élément capital. Ah bon? Quelle est la situation, quelle est l'ambiance qui règne entre les travailleurs? Est-ce que c'est une ambiance conviviale, cordiale, sincère, ou alors c'est une ambiance fondée sur l'hypocrisie, sur la méfiance, sur les suspicions, sur le harcèlement? Tout ça sont des éléments qui vont mettre l'individu dans une situation de pression. On parle des relations entre collègues notamment. Bien sûr. À cela, il y a le climat de travail. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le climat de travail, et ça c'est ce que je viens de vous expliquer, est-ce qu'au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe de travail, il y a, tout à fait, est-ce qu'il y a une certaine convivialité? Elle se matérialise par quoi? À quel moment on dit que oui, ce groupe-là, il y a une convivialité? Quand ils rient ensemble ou bien quand ils travaillent bien ensemble? Parce que parfois, on peut beaucoup rire. Oui. Judas étant le plus souriant des apôtres. On connaît la suite. Effectivement. Soit dit en passant. Voilà pourquoi j'ai apprécié l'intervention de madame tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de sincérité. Parce que dans une équipe, il y a l'idée fondatrice qui est la sincérité. Absolument. Et c'est cette sincérité-là qui va conduire en fait tous les autres éléments, qui va les coordonner. Mais si vous vivez sous fond d'hypocrisie, lorsqu'on se voit, on se tapote, alors qu'en réalité, dans votre dos, on est en train de fomenter d'autres choses, mais ça ne peut pas permettre, permettre de dire qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe de travail. Docteur, vous touchez là un point sensible. Oui, parlons même de sincérité. Elle a une coloration. Quand on n'aime pas, il faut dire tout de suite qu'on n'aime pas. Là, on sait tout de suite sur quel pied danser. Mais il ne faut pas feindre d'être bien intégré à tout le monde. Pourtant, ça ne va pas. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où on vous fait croire que vous êtes rose, alors qu'en réalité, on pense que, ou du moins, on vous perçoit comme vert. Oui, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas sincère. C'est des façades. Il faut dire à l'autre, mais en toute courtoisie et avec bienveillance, ce qu'on pense. Et bien sûr, avec tout le respect qu'on lui doit. Parce que même on peut dire ça on peut dire des choses à son patron. Bien sûr. Mais avec le mot. Avec les mots, avec la courtoisie, avec la bienveillance. Bien sûr. Dans les deux sens. Bien sûr. Parce que quand on parle de stress au travail, en réalité, les travailleurs, ils vivent de quoi? Des pressions qui viennent de la hiérarchie. Voilà, de la hiérarchie. Il est vrai qu'il peut y avoir des pressions entre eux, mais il y a aussi des pressions qui peuvent émaner de la hiérarchie. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir... Alors, tout de suite la question qui nous brûle les lèvres, Alice et moi. Quelle est l'attitude idéale que la hiérarchie doit avoir pour créer une bonne ambiance exemptée d'hypocrisie, mais vraiment une bonne ambiance qui ne peut pas mener au burn-out comme on a vu dans certains pays? Tout à fait. Très bien. Alors, l'élément fondamental même à retenir, avant que je ne réponde à votre question, on pourrait même se demander qui a intérêt à ce qu'il y ait une ambiance cordiale de travail, à ce qu'il y ait, je ne sais pas moi, que les uns et les autres se sentent vraiment libres, épanouis à produire. Mais bien entendu, c'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie. Ça devrait être la hiérarchie. Bon, non, mais c'est la hiérarchie. Okay. Normalement. Je vous comprends. Mais il faut dire, le résultat incombe à qui? Ce sont les employés qui exécutent, mais le résultat incombe à qui? À leur premier chef, qui lui rend compte. Et c'est ainsi. Et donc, quand vous avez compris
que le résultat produit par vos collaborateurs, je préfère le mot collaborateur parce que c'est cela, par vos collaborateurs, c'est cela qui va faire de vous le chef que vous êtes. Et alors, en ce moment-là, vous mettez tout en œuvre en les considérant comme tels pour créer une sorte de confiance. En eux, il faut leur permettre d'asseoir cette confiance-là en eux. Déléguer, tout à fait. leur confier des responsabilités. On ne peut pas tout faire tout seul. Personne n'a jamais réussi tout seul. Et ça, il faut que... Alex dit quelque chose qui est très important. Oui, il faut communiquer franchement. Ça nous emmène à parler du style même de gestion. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, que ce soit entre la hiérarchie et les collaborateurs ou alors entre les collaborateurs eux-mêmes. Personne n'est indispensable. Il faut qu'on apprenne à comprendre que personne n'est indispensable. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, on trouvera quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Alors, quand vous comprenez cela, donnez l'opportunité aux gens qui sont avec vous de s'épanouir, d'éclore. Ils ont le potentiel, mais il appartient au chef de faire en sorte que ce potentiel-là, il soit action. Et c'est l'action qui va produire le résultat. Si on ne respecte pas tout ce que l'on vient de dire, ça génère sûrement et assurément du stress. Bien sûr. L'employé, dans ce cas, comment il gère ce stress-là, au milieu encore de cet environnement-là? Alors, il y a deux éléments, hein, lorsqu'on parle de gestion du stress, il y a deux éléments sur lesquels on peut tabler. Soit on table sur la source, ou alors on table sur l'individu. Mais ici, bon, il sera difficile parce que la source échappe au contrôle de l'employé. Alors, est-ce à dire qu'il va se laisser tétaniser, il va se laisser aller jusqu'à l'épuisement, au burn-out, comme vous l'avez dit, ou alors il doit prendre des dispositions pour être dans les conditions... Parce que la première chose à faire, c'est de préserver sa vie. C'est de préserver sa vie. Vrai, donc, il y a un travail à faire à lui-même son niveau. Docteur, alors, allez-y. Alors, donc, il s'agit d'abord, pour l'individu, de savoir identifier la cause de son stress. D'accord. Mais dans cet environnement-là, qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est le fait de voir le patron? Est-ce que c'est sa manière de s'adresser à moi? Ou alors, est-ce que je ne me sens pas à la hauteur de la tâche? En tout cas, il faut identifier la cause de son stress. Et à côté de la cause du stress, bien entendu, normalement, vous devez pouvoir, ou on devait pouvoir identifier les différents signaux qui nous disent « Attention, attention, vous êtes en train de développer du stress ». Docteur, oui. Il y a plusieurs écoles en matière de gestion du stress en entreprise. Il y a l'école anglo-saxonne, où là, c'est plus ou moins flexible. Bien sûr. Vous pouvez voir même votre patron ou le taper, voilà, vraiment rigoler. Mais puis, il y a l'école occidentale, française, qui est un peu plus, on va dire, napoléonienne, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'école africaine où c'est tout pour le chef? Le chef a dit, le chef a dit, il n'a pas dit. Sûr. Il y a toutes ces influences socio-culturelles là qui interviennent dans la genèse et la gestion du stress. Il est vrai que, comme vous le dites, au niveau anglo-saxon, eux, ils ont bien compris que, en réalité, ce qu'on attend du collaborateur, ce n'est pas tant la pression qu'on lui met. Mais même si on lui met une pression, on va parler de pression utile. De pression utile pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Mais ce qui est différent du... Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, dans ces entreprises-là, vous allez voir, on ne va pas s'appeler M. Kwame, M. Govoy. Non, c'est Marcelin, c'est Félicien, Marco, c'est Anis. Voilà. C'est Alix. Alix, autant pour moi, vous m'excusez, chère madame. Je vous en prie. On fait des réunions debout, rapidement, on prend les décisions rapidement. Et vous allez voir au sein de ces entreprises-là... Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de portes fermées. Il y a des baies même vitrées. Voilà. Le chef est assis ici. Le chef est assis ici, il voit Kwame qui est assis de l'autre côté en train de travailler. Il n'y a pas de problème. En fait, on laisse tomber les barrières. Alors que nos bureaux, tels qu'ils sont conçus ici, déjà même constituent les premières barrières. C'est-à-dire le patron même a un bureau qui fait 500 mètres carrés. Il peut faire tout cet espace-là. Sa secrétaire, bon, il est un peu pitié à la moitié. Et les autres, c'est des KGB. Tout à fait. Donc, tous ces éléments, en fait, vont permettre de cloisonner les relations au sein de l'entreprise. Mais quand on arrive chez nous ici, le chef, c'est le roi. En tout cas, vous pouvez lui donner tous les qualificatifs qu'il faut parce que c'est le détenteur exclusif de la vérité. Il est vrai
qu'il y a cet aspect, mais il y a aussi beaucoup de chefs qui comprennent aujourd'hui, que je connais en Côte d'Ivoire ici bien entendu, qui se disent, mais ça sert à quoi, de se mettre toutes ces barricades-là pour aboutir à quel résultat? Et le chef et le patron, c'est différent. Pardon? Il ne faut pas être chef et patron. Non, il y a le chef et puis il y a le patron. Bien sûr. Il y a le chef et puis il y a le patron. Et ça, il faut que les managers... Le chef, c'est celui qu'on a nommé, le patron, c'est celui qui connaît le travail. Tout à fait. Et qui fait travailler les autres, qui met les autres dans les situations qui puissent leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est surtout ça. Ça, c'est ça. Et c'est en cela qu'il va développer un certain leadership. Vous avez parlé de délégation. Mais tant que le chef ou le patron n'arrive pas à développer ce leadership-là, mais il ne peut pas voir qu'en Marcellin, il y a quelque chose de bon que je peux tirer. Et donc, il faut lui donner l'occasion de donner ce qu'il a, de donner ce qu'il sait faire, de prouver. Révélation. Parce qu'en fait, la délégation, c'est cela. Quand on délègue, on lui dit, il faut prouver. Voilà, je vous donne le plateau, prouvez-moi que vous savez. Mais donnez l'opportunité, vous allez voir s'il peut ou il ne peut pas. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous pensez des chefs qui aiment écouter ceux qui ne sont pas dans leur sphère, qui prennent par exemple leurs avis ailleurs, au lieu de se conformer à ce qui est devant eux. À l'équipe et non pas se comporter comme ça. Oui, c'est des chefs par exemple qui ont ce qu'on appelle un shadow cabinet. Est-ce que c'est utile? En matière de gestion à ce niveau-là, il est vrai qu'il y a le canevas formel, mais il y a aussi l'aspect informel. L'aspect informel qui tient aussi pour beaucoup dans la gestion d'un chef, la gestion d'un manager. Voilà, donc ce n'est pas forcément l'aspect hiérarchique, formel qui est là, qui doit le guider. Non, je suis désolé. Toute gestion a cet aspect formel-là, mais il y a aussi tout l'aspect informel qui va lui permettre de comprendre mieux certaines situations, même que lui-même y vit. D'accord. Voilà. Donc, pour un chef, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Mais tout dépend de l'exploitation qu'on en fait. Attention, ça, il faut que je précise pour ne pas qu'on dise, le docteur Kwame est venu dire, non, il faut qu'on fasse ça. Et puis se fonder exclusivement sur cela pour prendre des décisions. Qu'est-ce que vous pensez des chefs en Afrique? De votre expérience, je sais que vous faites beaucoup de conférences, tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des chefs africains? Qu'est-ce qu'ils devraient améliorer? Il y a de très bons chefs en Afrique. Il y a très les meilleurs même là sont peut-être en Afrique. Il y a des excellents chefs. Surtout dans le côté anglophone. Il y a des excellents chefs. Et ce qui pose le problème, à mon sens, c'est l'aspect, la gestion du relationnel entre le chef et ses collaborateurs. C'est-à-dire? Et en même temps, je les comprends. Parce que j'ai mené une étude tout récemment sur la gestion, ou du moins les compétences émotionnelles, et la gestion, la pratique de leadership. Mais dans les entretiens que j'ai eus, le chef vous dit, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de descendre. Mais nos collaborateurs ici sont tels que quand vous descendez, on vous jette la boue. Vous me comprenez? Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Ça dépend de la manière de descendre aussi. Tout à fait. Et donc, c'est comme si ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ils veulent bien descendre, mais en même temps, ils se disent, bon, si je descends, mais bien sûr, il faut savoir descendre. Justement, c'est la méthodologie. Il faut savoir descendre. Et c'est cet aspect-là que les chefs doivent construire. Comment descendre? Normalement, ça doit être naturel. Ça devait être naturel, mais mon cher ami, sur le terrain, c'est autre chose. La réalité, elle est autre chose. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. La réalité, vous êtes en entreprise, j'ai fréquenté des gens dans des entreprises, ce n'est pas facile. Et il y a des gens même qui vont aller jusqu'à tapoter leur chef. Non. Ce n'est pas parce qu'il descend à votre niveau pour vous mettre à l'aise pour travailler que vous allez penser que... En fait, ce n'est pas l'homme là, ce n'est pas l'homme qu'il faut respecter, c'est le titre. C'est le titre en fait qu'il faut respecter. C'est le chef. Le titre là, le titre de manager, c'est cela qu'il faut respecter. Parce que l'homme en question, il ne peut pas vous envoyer dans un supermarché. Non. Là, il n'a pas ce droit. Mais c'est son titre là qui est très important, qui lui confère cette... Envoyer dans le supermarché, bon, je vous comprends. Mais ce n'est pas cela qui compte. Voilà. Ce n'est pas cela qui compte. En dehors du travail, vous et moi, on peut être de bons amis, on peut s'asseoir quelque part et prendre des pots. Ça n'a rien à voir. Mais quand on vient au travail, et que soit je suis votre chef ou bien que vous êtes mon chef, mais il faut faire la part des choses. Absolument. Il y a l'ami Félicien ou Marcellin, mais il y a le chef. Et c'est cette distinction-là, généralement, que les collaborateurs aussi n'arrivent pas à faire. On est trop dans l'émotion aussi en Afrique.
C'est ça aussi. Bien sûr. Ouais, quand il y a une décision qu'on prend de façon rigoureuse, on dit non, il est méchant, mais il est méchant avec moi. Alors qu'il y va du bien fondé de l'entreprise. Voilà, lui et moi, hier dimanche, là, on était ensemble, on a pris un pot. Mais là, la situation se passe là, il ne cherche même pas à comprendre. Il a oublié même que c'est moi qui ai payé. Et ça, il va même extrapoler, exagérer. Oui, on était ensemble. Il a oublié même que c'est moi-même qui ai tout payé. Mais aujourd'hui, on vient là et puis il se prend pour qui? Quand on était étudiant, je l'hébergeais, tout ça. Maintenant, donc, il a on ne réussi. voit plus le chef. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. En fait, le problème est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau des patrons, mais également au niveau des collaborateurs. Eux-mêmes qui doivent comprendre et faire la part entre la connaissance et l'ami et le chef. Surtout quand ils sont nommés. Surtout quand ils sont nommés fraîchement. Voilà. C'est là où on peut intervenir parce que ça commence. Tout à fait. Qu'est-ce que vous conseillerez, par exemple, à quelqu'un qui vient d'être nommé fraîchement, qui était, par exemple, je prends un exemple, qui était, par exemple, instituteur quelque part, et du fait, par exemple, d'une élection, mais devient, par exemple, ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un coaching, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier à faire pour la gestion, pour le management? Parce que on peut avoir des velléités terribles. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'il faisait dire à l'autre, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et donc, il appartient à l'individu qui a eu cette promotion, il appartient à l'individu qui a eu cette promotion de savoir raison garder. Très bien. Pour dire que si on vous a mis à ce niveau-là, c'est justement parce qu'on a détecté des éléments. Enfin, ça, c'est une nomination normale. Voilà, comme vous avez dit de rester dans la normale, on va rester dans la normale. On a détecté... Sinon, on ne peut pas aller de... on a détecté un certain talent en vous, des qualités managériales en vous, et on se dit qu'en vous mettant à un poste beaucoup plus intéressant, vous allez pouvoir partager, distiller en réalité au sein des groupes, de l'équipe, ce que vous avez et ce qu'on pense que vous pouvez faire et encore davantage. Quoique peut-être dans l'absolu, vous ne maîtrisiez pas sûrement le secteur d'activité. Enfin. Dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur... Pourquoi nommer quelqu'un d'ailleurs dans un secteur pour lequel il ne sait rien? Ah, mais ce docteur-là... Il va s'appuyer sur l'équipe, Si on veut rentrer dans ça... Ses collaborateurs, justement, c'est là où les collaborateurs Voilà interviennent. pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on rentre là, c'est trop compliqué. Si on veut aller dans ce débat, vraiment... C'est compliqué. En somme, comment on gère son stress pour terminer? Alors, docteur, comment gérons-nous le stress? C'est comme Alex dit, à quoi ressemble l'entreprise idéale? Je sais qu'il y a des entreprises où il y a des endroits pour déstresser. Bien sûr. C'est très important d'ailleurs. Oui. Pour souffler. Pour souffler. Voilà. Et j'ai vu des entreprises dans lesquelles je suis à une visite à laquelle je suis parti, et j'ai vu que à un certain moment, le chef d'équipe dit bon, on va prendre un petit café. Rien que ça, 5 minutes. Et tout le monde descend. On prend le petit café, on partage, et puis on s'en va. Les activités de cohésion. Tout à fait. Aux frais du chef. Aux frais du chef. Ça peut être participatif, mais en tout cas, ça crée de la généralement, cohésion. quand le chef est là où je préfère taire le nom pour ne pas faire de publicité, quand le chef commence, généralement les collaborateurs eux-mêmes, par la suite, disent non, mais tout le temps c'est le chef qui paye, il faut que nous aussi, on contribue. Donc il faut savoir gérer son temps, il faut avoir une alimentation vraiment saine, il faut se donner des vacances. Surtout les managers, il faut se donner des vacances. Parce qu'eux, ils sont préoccupés par quoi? Ils sont préoccupés par, premièrement, composer avec l'insécurité financière. Deuxièmement, comment gérer la pression associée au développement de l'entreprise. Et avec toutes ces heures-là qu'ils passent au travail, alors en ce moment-là, ils ont besoin de se donner des vacances, ils ont besoin de se créer, comment on appelle, des aérations. Voilà, des aérations, des relations d'affaires et tout ça. Et au niveau des collaborateurs, participer à des séances de sport, comme vous l'avez dit, et chacun y va avec ce qui lui plaît. Merci, docteur. Voilà. Docteur Kwame Félicien, c'est un délice de vous avoir pour ouvrir cette semaine de Matin Bonheur. Allez, on est toujours au travail et on aura tout à faire pour que le stress ne nous influence pas. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Bonne semaine aussi.